Vostra. Cette cartographie, en fait, ça a pour objectif de rendre compte de l'écosystème du podcast français et des différents acteurs qui la composent. Il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus, essentiellement des indépendants, des acteurs qui multiplient leurs activités et leurs propositions de valeur. Et l'écosystème se développe beaucoup en région. Bien évidemment, le centre reste à Paris, mais on a aussi pas mal de choses, par exemple à Marseille, à Montpellier et à Bordeaux. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, Pastille Actu. Aujourd'hui, une pastille actu un peu spéciale sur l'audio et je reçois pour cette pastille Orlane. Orlane, bonjour. Hello François. Ravi de t'avoir derrière ce micro. Donc Orlane Guéguin, tu fais partie de l'équipe de Cosa Vostra, tu es productrice de podcast. C'est la première fois que tu passes sur cette pastille. Tu es dans l'équipe de Laura Pironnet, qu'on a déjà eu à de plusieurs reprises sur Mediarama. Alors je le disais, un peu spécial audio, puisqu'une fois n'est pas coutume, on a une actualité chez Cosa Vostra sur cette partie audio, puisque Orlane, tu en étais responsable, mais c'est un travail d'équipe. Vous venez de sortir Cartographie des acteurs du podcast en France, qui est une nouvelle version, puisque vous faites ça depuis... Alors on fait ça chez Cosa Vostra depuis 2019, donc ça vient de sortir ces jours-ci, donc je trouvais assez intéressant de pouvoir un peu mettre ça en avant et d'en profiter pour faire un peu une pastille actu et voir un peu où on en est du podcast en avril 2023, puisqu'il y a eu quand même pas mal de changements en un an. Est-ce que tu peux peut-être d'abord nous redire un peu ce que c'est cette cartographie avant qu'on parle de cette nouvelle édition, la quatrième donc. Cinquième. La cinquième, pardon, effectivement, puisque c'était 2019, j'ai mal fait mes mathématiques. C'est quoi alors cette cartographie ? Alors, cette cartographie, en fait, ça a pour objectif de rendre compte de l'écosystème du podcast français et du coup des différents acteurs qui la composent. Et c'est vraiment notre objectif, c'est de les rendre visibles de façon à ce que ce soit beaucoup plus intelligible pour les auditeurs, mais aussi pour tous ceux que ça intéresse. Ouais. Donc voilà, et du coup, effectivement, cette nouvelle édition, elle est un peu particulière parce que moi, j'ai déjà travaillé sur celle de l'année dernière, donc l'édition 2022, qui était seulement une édition statique. Et on s'est vite rendu compte que le nombre des acteurs était vraiment grossissant. Ouais. Et donc, on a eu aussi pas mal de retours par rapport à la publication de notre édition 2022. Déjà, on a légèrement modifié notre process pour faire cette édition 2023. Donc, en fait, on a mis à disposition un formulaire pour les différents acteurs. Donc, comme ça, ils pouvaient directement nous suggérer, avant qu'on entame la production de la cartographie, éventuellement les ajouts, les modifications, etc. Et après, forcément, il y a eu tout un travail de curation en interne. Et il y en a combien d'acteurs ? Parce que c'est un travail quand même... Alors, je me souviens, en 2019, alors on n'était pas déjà au tout début, mais il n'y avait pas tant d'acteurs que ça encore. C'était... ça allait. Là, il y en a combien ? Tu connais le chiffre ? On est à peu près à 400 acteurs. Sachant que par rapport à l'édition de l'année dernière, on a ajouté 150 acteurs. Ah oui, donc c'est quand même un sacré bond en nombre d'acteurs. Et c'est des nouveaux acteurs qui se sont créés ou qu'on n'avait pas identifiés ou qui ne s'étaient pas identifiés auprès de nous ? Il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus, essentiellement des indépendants. Et après, effectivement, c'était des acteurs qu'on n'avait pas forcément répertoriés, qui manquaient éventuellement de visibilité à l'époque. Et du coup, qu'on a ajouté à cette nouvelle édition.
qu'on espère le plus complet possible. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y aura les notes de l'épisode, mais on peut la trouver donc sur causavostra.com/cartographie-podcast, tout au singulier, pour voir un peu donc cette carte interactive pour la première année, donc un gros boulot dessus. Quel type d'évolution, donc toi tu as bossé sur celle de l'année dernière et puis donc il y a un gros travail, tu vois des grandes évolutions en typologie d'acteurs ou tu vois où est-ce qu'il y a le plus de changements? On a des acteurs qui multiplient un peu leurs activités et leurs propositions de valeur. Ouais. Donc, ils vont avoir tendance, par exemple, les producteurs, à aussi aller vers la monétisation. On a beaucoup d'acteurs indépendants aussi qui se développent. Donc ça, c'est une grosse nouveauté par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils se développent? Qui apparaissent. Ouais, donc des studios de production de podcasts indépendants qui sont aussi parfois spécialisés dans différentes thématiques. Je pense là, le premier qui me vient, c'est Basilic Studio. Ouais. Donc c'est un studio de production de podcasts qui effectivement se spécialise dans la production de podcasts mais liés à l'écologie. D'accord, ouais, donc sur une verticale, en fait, c'est ça. Pas forcément niche, hein, puisque l'écologie, ça peut être, non. Mais en tout cas, vraiment très spécialisé, exactement. Très identifié là-dessus. Et après, on a aussi pas mal d'écosystèmes l'écosystème se développe beaucoup en région. Donc maintenant, c'est plus vraiment... bien évidemment, le centre reste à Paris, mais on a aussi pas mal de choses qui se développent, par exemple à Marseille, à Montpellier et à Bordeaux. Tu en étais témoin. Oui, il y avait effectivement, alors notamment la semaine dernière, la première édition du Festival du podcast à Bordeaux. Donc ça, c'était assez chouette aussi de voir que ça bouge à Bordeaux. Et effectivement, il y a pas mal d'acteurs, il y a pas mal d'acteurs locaux. Et alors, on l'a pas précisé, mais donc quand on dit les acteurs, c'est à la fois des producteurs de podcasts, mais en fait, c'est aussi toute la chaîne de distribution. Ça va donc celui qui crée un podcast à la plateforme qui les héberge, etc. Tu as en tête les grandes catégories, la typologie d'acteurs? Ouais. Et du coup, ça aussi, c'est une évolution de cette nouvelle édition parce qu'on a 12 catégories d'acteurs et on a cherché à faire des grandes catégories. Du coup, on en a déterminé 6. Donc on a les producteurs, évidemment, donc que ce soit les studios de podcasts, la presse écrite, les médias audiovisuels. Après, on a tout ce qui est mesures et revenus des acteurs. Donc là, à ce moment-là, on a plutôt des acteurs sur la propriété intellectuelle, des outils aussi de mesure et d'analyse d'audience. On va avoir aussi tout ce qui est croissance, donc les labels, les incubateurs et ceux qui s'occupent aussi de la publicité et de la monétisation des podcasts. Ouais. On va avoir aussi la post-production, donc du coup, tout ce qui est outils, et aussi des acteurs qui sont spécialisés dans la composition sonore. Donc pas que podcast, mais du coup qui sentent quand même l'opportunité. Il y a un nouveau marché pour eux, donc qui créent des pastilles, des jingles, etc., de la musique pour les podcasts. C'est ça. Et on a également la diffusion, donc forcément avec les hébergeurs et les plateformes d'écoute qu'on connaît tous. Ouais. Et les curateurs. Et d'ailleurs, dans les curateurs, on a ajouté une nouvelle sous-catégorie. Donc la sous-catégorie concours, qui est une grande nouveauté, puisqu'on a vu pas mal de concours se développer en un an. Donc des concours pour faire émerger, pour avoir gagné de la visibilité. C'est ça. Et pour permettre à des indépendants justement de lancer leur podcast. Là, je pense à celui mis en place par Radio France, je crois que c'était au début de cette année 2023, donc podcasting. Et donc, il y a eu les 3 lauréats qui ont été annoncés il y a moins d'un mois et qui ont du coup lancé leur podcast grâce à Radio France. Grâce à Radio France, le pitch. Il y a eu ça également au festival du podcast à Bordeaux. Alors, plus pour des podcasts existants, mais c'était un peu l'occasion aussi de pitcher puis de faire connaître un peu son podcast, parce qu'effectivement, il faut sortir un peu du lot. On en parlera tout à l'heure, hein, mais je ne sais pas si ça se reflète à travers cette cartographie ou toi, ce travail que tu as pu faire, un peu de consolidation dans le marché. On sent une certaine maturité. Tu vois, c'était très... 2019, c'était encore tôt, c'était pas le début du podcast. Hein. Je dis pas qu'on a fait ça, puisque le podcast, de toute façon, existe déjà depuis, je sais pas, mais quasiment 20 ans, enfin, peut-être un peu moins, il faudrait regarder. Mais voilà, on sent quand même
il y a un peu voilà, je disais de maturité, ça change un petit peu au niveau des acteurs. Tu l'as noté un peu ça? Justement, ça change pas vraiment au niveau des acteurs. C'est plus que du coup, comme on en parlait avant le début de cet épisode, mais par exemple, on voit moins de podcasts se lancer. Mais du coup, les podcasteurs vont plutôt capitaliser sur des formules déjà existantes et qui fonctionnent. Et essayer de creuser un petit peu ça. Après, on voit évidemment beaucoup de marques se lancer sur le podcast. Tout en sachant qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à leur contenu. Ouais. Et puis après, on voit pas mal de médias aussi continuer à bosser là-dessus. Et puis on voit bien sûr au niveau de l'industrie plus globale des rachats. Donc, on en parlait, et Laura en a parlé aussi dans la dernière pastille actu à laquelle elle a participé. Le rachat par exemple de Binge Audio par Paradiso Media. Le rachat de Nouvelles Écoutes par Podix, Magellan également par ETX Studio, etc. Ouais, donc ça, on sent quand même cette niveau de maturité, en tout cas, de consolidation du marché. Est-ce que tu as des souhaits? Est-ce que tu as déjà des retours sur cette nouvelle édition? Alors qu'on l'a dit, qui a beaucoup changé. Avant, c'était une simple image cartographiée. Maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus dynamique, donc avec un peu plus de niveau de profondeur. Tu as eu des bons retours, des souhaits d'évolution pour l'édition 2024, d'ores et déjà? Ouais. On a beaucoup de retours positifs de tous les acteurs. Donc, c'est hyper chouette. Ça nous pousse à continuer sur cette lancée. Et donc, tu l'as dit, c'était déjà un gros changement, la version interactive de cette année. Donc, l'idée, c'est pas non plus de tout révolutionner. Oui, parce qu'il y a du boulot quand même. C'est ça. Donc, on va rester sur cette base, je pense, l'année prochaine. En revanche, parmi les retours qu'on a eu, on a eu le fait de proposer éventuellement une version qui soit un peu plus facilement diffusable. Et on travaille dessus déjà en interne pour proposer une version PDF qui serait téléchargeable. Mais ça va être une espèce d'énorme truc, parce que là tu parlais de 400 acteurs. Ça va être un énorme JPEG, enfin un énorme PDF. Je ne sais pas encore quelle forme exactement ça prendra, mais j'ai hâte de le savoir, et normalement on est déjà en train d'y réfléchir. Top. Et puis après, effectivement, l'objectif, ce serait de travailler encore plus sur la valeur qu'on pourrait apporter au niveau des acteurs. Et donc éventuellement de proposer une carte d'identité de chacun des acteurs. Mais évidemment, ce serait un travail colossal. Fois 400, voilà, il faut un petit formulaire Typeform. Après, voilà, appel à tous ceux qui sont sur cette cartographie. Peut-être on pourra relayer ça sur Mediarama, qui viennent remplir les informations, effectivement. Mais je trouve que c'est bien quand même pour cet écosystème d'avoir un peu cette vision globale et puis pouvoir mettre tout le monde en avant. Alors je dis tout le monde, mais il n'y a pas évidemment tous les petits podcasteurs indépendants, parce que là, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Y a, je sais pas si on connaît le nombre de podcasts français. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Mais Audiomins avait, d'ailleurs c'est toujours présent sur leur site, mais avait travaillé sur la podcast City. Ouais. Et du coup, c'était une sorte de carte interactive où, pareil, elle avait essayé de classer, ils avaient essayé de classer les différents podcasts en fonction de thématiques. Ouais. Mais bien évidemment, ça peut pas être exhaustif. Ouais. Donc, c'est trop. Et puis ça n'a plus de sens au bout d'un moment quand on a plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Je sais pas du tout, j'avoue. Si vous avez une idée de ce truc, je suis preneur de l'information. Écoute, bravo pour ce travail, Orlan. Donc je le redis, causavostra.com/cartographie-podcast pour voir ce travail un peu de titan que vous avez fait pour cartographier tous les acteurs du podcast français. Continue avec d'autres news, donc je l'ai dit, autour de l'audio, autour du podcast, la thématique un peu de cette pastille, quelques mauvaises nouvelles qui préfigurent peut-être une rationalisation du marché du podcast côté US, en tout cas déjà, la fin de la fermeture de Spotify Live. Le live, on l'a pas mal suivi quand même ces derniers temps. Je pense que c'était parti du lancement de la hype autour de Clubhouse en 2020.
Tu étais encore à l'école, toi, je sais pas, même pas si tu si tu connaissais ça, mais on en avait beaucoup parlé à Mediarama et dans voilà, beaucoup d'acteurs, tous les acteurs, grosso modo, avaient lancé un peu leur service de live. Celui de Spotify ferme. Voilà, je rappelle Clubhouse qui avait vraiment une croissance phénoménale, mais qui a depuis perdu plus de 80% de sa base d'utilisateurs, donc c'est totalement retombé. Et puis voilà, donc les autres cherchent à réorienter un peu leur app. Facebook avait lancé ses salons en direct. Alors, de manière étonnante, Reddit, qui aussi avait lancé ça, mais beaucoup plus tardivement, donc les talks, les fermes. Il y a Twitter qui résiste un peu. Qui résiste un peu, oui. Effectivement, il y a Twitter Spaces qui fonctionne encore, même si c'est évidemment des conversations qui sont un peu plus centrées sur l'actualité plutôt que, par exemple, dans Reddit où ça va être plus thématique, etc. Et d'ailleurs, Twitter Spaces avait comme objectif de lancer un player intégré à l'application pour écouter directement des podcasts et de la musique. Mais notre cher Elon Musk a avorté l'idée. Tout simplement. C'était pas dans ses plans, mais il a quand même gardé Spaces, qui fonctionne. Hein. J'ai toujours des notifications pour rejoindre. Je le fais de temps en temps. J'ai pas un énorme usage, mais je suis toujours un peu curieux. C'est parfois d'assez bonne qualité. C'est toujours en anglais. Je vois pas trop de Spaces français. Je suis peut-être pas les bons comptes. Si vous en avez vous-même qui écoutez Mediarama, n'hésitez pas à nous le dire. Je serais curieux de voir ça. En tout cas, là, ça continue. Mais voilà, sur Spotify, donc, qui avait lancé son live, ils avaient racheté un produit, une startup, Betty Labs, en 2021, 60 millions de dollars. Ils l'ont changé. Ils ont essayé de faire plusieurs changements de direction. Ils ont fait appel à des animateurs connus pour un peu faire briller, mais ça n'a enregistré que 670 000 téléchargements, puisque c'était une autre application. Et ça, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que ça marche pas. T'as beau avoir l'étiquette Spotify, si c'est une autre application, c'est un autre usage à créer. C'est pas évident. Voilà, donc on sentait déjà fin d'année dernière que c'était plus la priorité. Il y a eu des licenciements, on le sait, chez Spotify, pas que chez eux, mais chez eux notamment. Et donc c'est passé à la trappe. Donc peut-être la fin de l'audio live, ça a plus vraiment la cote. Et en préparant cet épisode, on voyait qu'aussi Amazon avait lancé un produit, on était passé un peu à travers, qui s'appelle Amp, qui a priori a avorté. Hein. Ouais. On n'a plus de nouvelles depuis un an, donc voilà, de Amazon. Généralement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, même c'est quand même, je sais pas s'il y a un enseignement à tirer de ça, mais c'était parfois l'engouement dépasse un peu le rationnel, et s'il n'y a pas d'usage, on peut peut-être parfois attendre. Et je me permets juste de rebondir parce qu'on parlait de Spotify. Effectivement, j'ai vu passer l'info, donc ils ils commencent à supprimer un peu leurs exclusivités podcast. D'accord, donc ça ne concerne pas que le live, même sur le podcast. Mais alors, c'est pas forcément un mauvais signe, c'est plutôt un changement de stratégie. Dans le sens où avant, effectivement, ils proposaient pas mal d'exclusivités. Notamment, il y avait le studio Gimlet. Oui, Gimlet Media qu'ils avaient racheté. Tout à fait. Et du coup, ils annoncent la fin de l'exclusivité de certains de leurs podcasts. Parce qu'avant, leur objectif, c'était vraiment d'essayer de multiplier les abonnements payants pour pouvoir accéder à ces contenus. Ouais. Et maintenant, ils changent un peu de fusil d'épaule, comme ils veulent proposer leur podcast à une plus large audience, et du coup, ils vont pas hésiter à les diffuser sur d'autres plateformes, mais du coup, l'objectif, c'est vraiment d'accroître les revenus publicitaires en faisant liés ça. À ces podcasts. C'est ça. D'accord, donc ça n'a pas marché comme ils le voulaient, en tout cas pour que ce soit un vecteur de prise d'abonnement. Ouais. Ils ont besoin un peu de voilà, donc ils sortent de ce pur payant abonnement pour les diffuser sur d'autres plateformes. C'est ça. Ouais, ça bouge quand même côté podcast, c'est sûr. De la même façon chez NPR, donc je suis toujours sur le marché américain, donc NPR, la célèbre radio américaine qui annonce une perte sèche de 30 millions de dollars sur leur ligne de revenus du sponsoring due à la contraction du marché publicitaire. Et dans la foulée, ça n'a pas tardé, licenciement de 10% de ses effectifs.
tailler dans les projets de production. Et ils annoncent aussi la fin de 4 de leurs podcasts à succès, Invisibilia, Louder Than a Riot, and Rough Translation et Wait Wait, Don't Tell Me. Voilà, ça préfigure, en tout cas là on le sent, un recentrage sur la radio plus que sur la production native. On voit sur Spotify. Est-ce qu'en France on sent ça quelque part? Est-ce qu'il y a trop de podcasts? Ou est-ce que c'est un problème de modèle économique? On en a aussi beaucoup parlé, la difficulté de monétiser les podcasts. Donc là, on parle plus des podcasts natifs. Il y a de l'autre côté les podcasts de marque. Peut-être on pourra en parler un peu tout à l'heure, mais on sent voilà, que il n'y a plus cette croissance dans les podcasts. On voit les problèmes de rentabilité, des studios qui doivent se faire racheter par des plus gros groupes. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, on voit moins de nouveaux podcasts apparaître. Après, le podcast fonctionne quand même, parce qu'on le voit aussi avec Anouk. On travaille sur un sujet, par exemple, les émissions de télé qui proposent le replay en podcast. Et ça fonctionne très bien, parce qu'on a des émissions comme Ça commence aujourd'hui ou C'est dans l'air, etc., qui vraiment cartonnent et qui font des chiffres incroyable, alors qu'on pourrait penser qu'effectivement, il y aura peut-être une limite, étant donné que le format était d'abord pensé pour la télé, mais comme c'est des formats aussi un peu talk. Très talk, l'image n'apporte pas forcément tant que ça. Donc après, à voir effectivement les limites que ça peut avoir, parce qu'il y a d'autres choses qui se créent. Il y a même des podcasts, par exemple, qui proposent le prolongement d'émissions télé et qui, pareil, cartonnent, donc plutôt voir la partie coulisses. Donc, je pense que ça dépend avant tout du format et déjà de la part d'audience qu'on avait à l'origine sur ce format-là. Ouais, là l'avantage c'est qu'il part déjà d'une émission qui est connue, qui a une audience, etc. Lancer des podcasts et les monétiser, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et dans un contexte, il faut le dire, là c'est pas que la faute du podcast, c'est le contexte publicitaire qui est un peu compliqué. Donc quand on a un modèle un peu fragile, maintenir des budgets pour des productions de haute qualité comme le faisait NPR notamment, c'est pas évident. Donc voilà, c'est pas un très bon signal, mais il y a quand même des opportunités. Certains ont l'air de tirer leur épingle du jeu. En tout cas, c'est un des seuls qui annonce des produits, c'est YouTube, le tout-puissant YouTube qu'on n'arrête plus, donc de Google, donc qui va sortir des podcasts. On en a un peu parlé dans la newsletter Mediarama, je crois, il y a 15 jours. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, YouTube veut aller sur le marché du podcast. Donc, c'est déjà un peu le cas aux États-Unis et ça va arriver normalement cette année en France. Ils voudraient intégrer un onglet spécialisé podcast dans l'application YouTube Music. Et ils voudraient aussi commencer à produire leur propre podcast qui serait disponible du coup en exclusivité sur la plateforme. Je pense qu'ils ont été inspirés par Spotify ou Apple Podcast qui lancent leur podcast vidéo et qui fonctionnent quand même assez bien. Et du coup, ça a l'air d'être le cas aussi pour YouTube. Ouais. Donc c'est chouette parce qu'il n'y a pas forcément besoin en plus d'une production qui soit hyper poussée visuellement, quoi. Non, c'est ça. Il suffit de mettre un fond, un écran. Ça me fait penser à cette radio Lo-Fi, tu sais, avec Lo-Fi Girl. La Fi Girl, qui d'ailleurs, je crois qu'il vient d'en lancer une. Le Boy. Exactement, avec un énorme teasing où elle a disparu un peu des radars et elle est revenue. Et en fait, elle est dans l'image, dans la photo de la fenêtre d'en face. C'est un Français qui fait ça. Il y a une petite histoire. C'est un de nos anciens collaborateurs qui était son colocataire. Et en fait, c'est un mec qui sortait un peu de nulle part, qui fait ça et qui gagne une fortune, une véritable fortune. Parce que, évidemment, c'est des morceaux qui sont sourcés et les gens ils sont pas payés parce que c'est la musique qu'ils peuvent mettre, etc. Donc, il l'a trouvé et je trouve ça très bien, le bon filon, et c'est un énorme carton. Voilà, petite digression qui n'a pas rapport avec nos podcasts, mais bon, c'est de l'audio et c'était surtout pour souligner le fait qu'il n'y a pas besoin forcément d'une vidéo travaillée. Ça veut pas dire que demain, tous les podcasts devront être enregistrés en vidéo.
vidéo, même s'il y a plein de vertus, et c'est quelque chose qu'on commence à faire chez Cosa Vostra, donc c'est pas impossible que Mediarama se mette aussi un jour à un format vidéo. Faut que je trouve le temps de bien le faire, parce qu'une fois que tu t'es lancé, tu peux pas faire un épisode, tu es obligé de tout faire, mais on y travaille. Mais on a le pendant aussi, parce que je crois que c'était dans la newsletter de Podmust, justement, ils en parlaient de la tendance actuelle où on voit des shorts ou des réels sur TikTok ou sur Instagram, YouTube, avec des conversations qui sont filmées comme si c'était un podcast qui était enregistré, alors que pas du tout. Juste les personnes parlent entre elles avec un micro et leur casque. Ouais. Et du coup, c'est aussi jouer sur les codes visuels du podcast pour donner l'impression qu'il y a un contenu vraiment qui sera disponible sur les plateformes d'écoute. Mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, ça fonctionne assez bien. Enfin, il y a pas mal de vues. Donc, c'est marrant. J'ai vu ça sur Twitch aussi. Beaucoup de quelque chose que j'ai l'impression qui est apparu ces derniers mois, des talks comme ça, des discussions. Et voilà, donc un peu une convergence quand même entre vidéo, audio, les talks, etc. Ça va être intéressant. Et donc YouTube qui cartonne par ailleurs. Tout le monde regarde YouTube, les jeunes avec leurs shorts, c'est un énorme carton. Voilà, sent un peu cette opportunité. Donc on va suivre ça. Et dans les opportunités, 2 études réalisées ce mois-ci par Morning Consult et Cumulus Media aux États-Unis qui confirment, alors ça c'est assez intéressant, que les 18-34 ans écoutent des podcasts sur YouTube. Donc je dis intéressant parce que c'est toujours une question que j'ai, c'est savoir est-ce que les jeunes écoutent réellement des podcasts. En tout cas sur YouTube, ils les regardent. Donc il y a un marché quand même à les trouver là-bas. Voilà un peu pour cette pastille actu et le tour de l'horizon de l'audio et des podcasts France et Monde. Merci Orlan de m'avoir accompagné sur cette pastille. Merci François de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et donc je rappelle la sortie de cette cartographie des acteurs des podcasts français sur causaostra.com/cartographie-podcast. Et je mettrai évidemment le lien en note de l'épisode. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@causavostra.com. Portez-vous bien.